Troisième section des comédiens sans le savoir. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Les comédiens sans le savoir, par Honoré de Balzac, deuxième section. Quand tout le monde aura de la gloire, comment pourra-t-on se distinguer? Demanda Gazonal. La gloire? Ce sera d'être un sot, lui répondit Bixiou. Votre cousin est décoré. Je suis bien vêtu. C'est moi qu'on regarde. Sur cette observation qui peut expliquer pourquoi les orateurs et autres grands hommes politiques ne mettent plus rien à la boutonnière de leur habit à Paris, Léon fit lire à Gazonal, en lettres d'or, le nom illustre de Vital, successeur de Finot, fabricant de chapeaux, et non pas chapelier comme autrefois, dont les réclames rapportent aux journaux autant d'argent que celles des 3 vendeurs de pilules ou de pralines, et de plus hauteur d'un petit écrit sur le chapeau. Mon cher, dit à Gazonal Bixiou, qui lui montrait les splendeurs de la devanture, Vital a 40 000 francs de rente. Et il reste chapelier? S'écria le méridional en cassant le bras à Bixiou par un soubresaut violent. Tu vas voir l'homme, répondit Léon. Tu as besoin d'un chapeau, tu vas en avoir un gratis. Monsieur Vital n'y est pas? Demanda Bixiou, qui n'aperçut personne au comptoir. Monsieur corrige ses épreuves dans son cabinet, répondit un premier commis. Hein? Quel style? Dit Léon à son cousin. Puis s'adressant au premier commis, pouvons-nous lui parler sans nuire à ses inspirations? Laissez entrer ces messieurs, dit une voix. C'était une voix bourgeoise, la voix d'un éligible, une voix puissante et bien rentée. Et Vital daigna se montrer lui-même, vêtu tout en drap noir, décoré d'une magnifique chemise à jabot, ornée d'un diamant. Les 3 amis aperçurent une jeune et jolie femme assise au bureau, travaillant à une broderie. Vital est un homme de 30 à 40 ans, d'une jovialité primitive rentrée sous la pression de ses idées ambitieuses. Il jouit de cette moyenne taille, privilège des belles organisations, assez gras, il est soigneux de sa personne, son front se dégarnit, mais il aide à cette calvitie pour se donner l'air d'un homme dévoré par la pensée. On voit à la manière dont le regarde et l'écoute sa femme qu'elle croit au génie et à l'illustration de son mari. Vital aime les artistes, non qu'il sente les arts, mais par confraternité, car il se croit un artiste et le fait pressentir en se défendant de ce titre de noblesse, en se mettant avec une constante préméditation à une distance énorme des arts, pour qu'on lui dise « Mais vous avez élevé le chapeau jusqu'à la hauteur d'une science. » M'avez-vous enfin trouvé mon chapeau? Dit le paysagiste. Comment, monsieur? En 15 jours? Répondit Vital. Et pour vous? Mais sera-ce assez de 2 mois pour rencontrer la forme qui convient à votre physionomie? Tenez, voici votre lithographie, elle est là. Je vous ai déjà bien étudié. Je ne me donnerai pas tant de peine pour un prince, mais vous êtes plus, vous êtes un artiste. Et vous me comprenez, mon cher monsieur. Voici l'un de nos plus grands inventeurs, un homme qui serait grand comme Jacquard s'il voulait se laisser mourir un petit peu, dit Bixiou en présentant Gazonal. Notre ami, fabricant de draps, a découvert le moyen de retrouver l'indigo des vieux habits bleus, et il voulait vous voir comme un grand phénomène, car vous avez dit « Le chapeau, c'est l'homme ». Cette parole a ravi monsieur. Ah, Vital, vous avez la foi, vous croyez à quelque chose, vous vous passionnez pour votre œuvre. Vital écoutait à peine, il était devenu pâle de plaisir. « Debout, ma femme, monsieur est un prince de la science. » Madame Vital se leva sur un geste de son mari. Gazonal la salua. « Aurais-je l'honneur de vous coiffer? » reprit Vital avec une joyeuse obséquiosité. « Au même prix que pour moi, dit Bixiou. Bien entendu, je ne demande pour tout honoraire que le plaisir d'être quelquefois cité par vous, messieurs. Il faut à monsieur un chapeau pittoresque, dans le genre de celui de monsieur Lousteau, dit-il en regardant Bixiou d'un air magistral. J'y songerai. Vous vous donnez bien de la peine, dit Gazonal. Oh, pour quelques personnes seulement, pour celles qui savent apprécier le prix de mes soins. Tenez, dans l'aristocratie, il n'y a qu'un seul homme qui ait compris le chapeau. C'est le prince de Béthune. Comment les hommes ne songent-ils pas, comme le font les femmes, que le chapeau est la première chose qui frappe les regards dans la toilette, et ne pensent-ils pas à changer le système actuel qui, disons-le, est ignoble? Mais le français est, de tous les peuples, celui qui persiste le plus dans une sottise. Je connais bien les difficultés, messieurs,
Je ne parle pas de mes écrits sur la matière que je crois avoir abordés en philosophe, mais comme chapelier seulement. Moi seul ai découvert les moyens d'accentuer l'infâme couvre-chef dont jouit la France, jusqu'à ce que je réussisse à le renverser. Il montra l'affreux chapeau en usage aujourd'hui. Voilà l'ennemi, messieurs, reprit-il. Dire que le peuple le plus spirituel de la terre consent à porter sur la tête ce morceau de tuyau de poêle, a dit un de nos écrivains. Voilà toutes les inflexions que j'ai pu donner à ces affreuses lignes, ajouta-t-il en désignant une à une ses créations. Mais, quoique je sache les approprier au caractère de chacun, comme vous voyez, car voici le chapeau d'un médecin, d'un épicier, d'un dandy, d'un artiste, d'un homme gras, d'un homme maigre, c'est toujours horrible. Tenez, saisissez bien toute ma pensée. Il prit un chapeau, bas de forme et à bords larges. Voici l'ancien chapeau de Claude Vignon, grand critique, homme libre et viveur. Il se rallie au ministère, on le nomme professeur, bibliothécaire, il ne travaille plus qu'au débat, il est fait maître des requêtes, il a 16 000 francs d'appointements, il gagne 4 000 francs à son journal, il est décoré. Eh bien, voilà son nouveau chapeau. Et Vital montrait un chapeau d'une coupe et d'un dessin véritablement juste milieu. Vous auriez dû lui faire un chapeau de polichinelle, s'écria Gazonal. Vous êtes un homme de génie au premier chef, monsieur Vital, dit Léon. Vital s'inclina sans soupçonner le calembour. Pourriez-vous me dire pourquoi vos boutiques restent ouvertes, les dernières de toutes, le soir, à Paris, même après les cafés et les marchands de vin? Vraiment, ça m'intrigue, demanda Gazonal. D'abord, nos magasins sont plus beaux à voir éclairés que pendant le jour. Puis, pour 10 chapeaux que nous vendons pendant la journée, on en vend 50 le soir. Tout est drôle à Paris, dit Léon. Eh bien, malgré mes efforts et mes succès, reprit Vital, en reprenant le cours de son éloge, il faut arriver au chapeau à calotte ronde. C'est là que je tends. Quel est l'obstacle? Lui demanda Gazonal. Le bon marché, monsieur. D'abord on vous établit de beaux chapeaux de soie à 15 francs, ce qui tue notre commerce, car à Paris on n'a jamais 15 francs à mettre à un chapeau neuf. Si le castor coûte 30 francs, c'est toujours le même problème. Quand je dis castor, il ne s'achète plus 10 livres de poils de castor en France. Cet article coûte 350 francs la livre. Il en faut 1 once pour un chapeau. Mais le chapeau de castor ne vaut rien. Ce poil prend mal la teinture, rougit en 10 minutes au soleil, et le chapeau se bossue à la chaleur. Ce que nous appelons castor est tout bonnement du poil de lièvre. Les belles qualités se font avec le dos de la bête, les secondes avec les flancs, la troisième avec le ventre. Je vous dis le secret du métier, vous êtes des gens d'honneur. Mais que nous ayons du lièvre ou de la soie sur la tête, 15 ou 30 francs, le problème est toujours insoluble. Il faut alors payer son chapeau. Voilà pourquoi le chapeau reste ce qu'il est. L'honneur de la France vestimentale sera sauvé le jour où les chapeaux gris à calotte ronde coûteront 100 francs. Nous pourrons alors, comme les tailleurs, faire crédit. Pour arriver à ce résultat, il faudrait se décider à porter la boucle et le ruban d'or, la plume, les revers de satin comme sous Louis XIII et Louis XIV. Notre commerce, entrant alors dans la fantaisie, décuplerait. Le marché du monde appartiendrait à la France, comme pour les modes de femmes, auxquelles Paris donnera toujours le ton. Tandis que notre chapeau actuel peut se fabriquer partout. Il y a 10 millions d'argent étranger à conquérir annuellement pour notre pays dans cette question. C'est une révolution, lui dit Bixiou en faisant l'enthousiaste. Oui, radicale, car il faut changer la forme. Vous êtes heureux à la façon de Luther, dit Léon, qui cultive toujours le calembour. Vous rêvez une réforme. Oui, monsieur. Ah, si 12 ou 15 artistes capitalistes ou dandys qui donnent le ton voulaient avoir du courage pendant 24 heures, la France gagnerait une belle bataille commerciale. Tenez, je le dis à ma femme, pour réussir je donnerai ma fortune. Oui, toute mon ambition est de régénérer la chose et disparaître. Cet homme est colossal, dit Gazonal en sortant, mais je vous assure que tous vos originaux ont quelque chose de méridional. Allons par là, dit Bixiou qui désigna la rue Saint-Marc. Nous allons voir autre chose. Vous allez voir l'usurière des rats, des marcheuses, une femme qui possède autant de secrets affreux que vous apercevez de robes pendues derrière son vitrage, dit Bixiou.
Fin de la troisième section.